Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle FAQ. Fred, comment tu vas? Impeccable. Les amis, tout d'abord, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. On démarre avec la première question. Du coup, c'est 555 Ulrich qui nous dit: salut l'équipe, petite question. À taille et envergure équivalente, quel avantage ou inconvénient aurait un combattant avec les bras longs et les clavicules courtes VS l'inverse, bras courts et clavicules longues? Merci pour le travail que vous fournissez. Votre chaîne est d'une qualité incroyable. Merci à toi. Alors, quand on a les bras longs, déjà, je parle pour le MMA, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui va être étranglement, darse, anaconda, etc. Et quand on a les clavicules larges, donc on a une belle largeur d'épaule, c'est la défense contre ces clés qui est intéressante. Après, là, je parle d'un point de vue qui serait transférable dans les disciplines de sport de contact, comme le MMA par exemple. Maintenant, si on parle au niveau esthétique, il vaut mieux avoir les clavicules larges, je peux te le dire. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, quand on va te voir en t-shirt, tu vas faire plein, tu vas faire large, tu vas faire large, c'est le cas de le dire. Alors que si, un peu comme Ramzat, tu as les clavicules courtes et les bras longs, c'est pas esthétiquement, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, c'est les deux éléments majeurs. Maintenant, ça va dépendre de la discipline dans laquelle tu évolues. Hein, et ça va dépendre aussi, parce que là, tu prends deux exemples qui sont quand même rares. C'est-à-dire qu'on a rarement des clavicules larges avec des bras courts. C'est déjà arrivé. Hein. Dans le bodybuilding, il y en a. Hein. Mais dans les sports de combat, il y en a un petit peu moins. Mais voilà. Mais c'est vrai que tu perds en envergure automatiquement et en allonge. Donc voilà. J'espère que ça répondra à ta question. Mais c'est une question qui est très spéciale parce que ça dépend vraiment de la discipline. Comme une chaîne de MMA, je l'ai directement associée au MMA. Vous pouvez l'associer à toutes les disciplines. Eric Malès qui nous dit: salut Clément, pourrais-tu revenir sur les règles du cutting au ONE FC et argumenter le fait que c'est globalement mieux pour la santé des combattants et que ça a moins d'incidence sur le résultat? Pereira, Sterling, Makachev, etc. À bientôt. Alors, le ONE FC, déjà, il limite, il me semble. Je ne sais pas s'il y a des pesées pendant toute la Fight Week. Je crois qu'il y en a plusieurs, il me semble. Bon, je sais qu'il y en a plusieurs. Je sais que tu ne peux pas reprendre, comme dans les sports de préhension aujourd'hui, tu ne peux pas reprendre le poids. Tu as un pourcentage du poids que tu peux reprendre, qui n'est pas énorme, hein, en plus de ça. D'accord. Ouais, c'était pas énorme. Je crois que pour un Walter, j'ai vu deux infos, parce que j'ai recherché du coup, mais j'ai vu deux infos un peu contradictoires. Je crois que tu peux reprendre entre 5 et 7 kilos, ce qui n'est pas énorme. Et c'est par rapport à ton poids. Et c'est pour ça que ça oblige certains athlètes, par exemple de l'UFC, qui vont au ONE, à changer de catégorie. Voilà, exactement. Alors du coup, déjà, ça te limite et tu ne peux pas faire une trop grande déshydratation. Donc c'est là l'intérêt. Pourquoi? Parce que rien qu'en te réhydratant, tu pourrais reprendre quasiment la totalité du poids qui t'est toléré, sans t'alimenter. Ouais. Donc ça veut dire que par exemple, je sais pas, d'habitude, tu perds, on va dire, 6 ou 7 litres d'eau. Mais là, tu ne peux plus le faire. Parce que si en plus tu vas manger derrière. Si en plus, parce que tu vas bien t'alimenter derrière, il faut une source d'énergie. Donc tu vas reprendre plus que 6-7 kilos. Et c'est là, ça te limite dans ta déshydratation. Parce que c'est souvent la déshydratation excessive, en plus assemblée du coup avec des diurétiques, qui va occasionner des troubles irréversibles. Ouais. Jusqu'à la mort. Hein. Ouais, ils avaient eu un mort, le ONE FC, me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils avaient eu un dans mort. Un sauna, dans un sauna. Il y en a eu un judo aussi, je ne sais plus comment il s'appelait, le mec. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Mais c'est pour ça qu'en fait, ils ont limité non seulement le rebond, parce qu'il y avait aussi, à l'UFC, on s'aperçoit que, tu l'as vu à Adesanya Pereira, c'est vachement parlant. Ouais. Le rebond, t'en as un qui reprend, je dis une bêtise, 13 kilos, t'en as un qui reprend 4, quoi. Donc automatiquement, tu te retrouves avec des mecs qui ont 8 kilos ou 9 kilos d'écart. Mais à ce niveau-là... Et malheureusement, il y en a qui n'arrivent pas à faire des grosses déshydratations. Hein. Et ça, c'est une part de génétique aussi. Hein. Il y en a qui perdent beaucoup d'eau facilement. Il y en a qui ont beaucoup de mal à le perdre. Et ça, pour le haut niveau, ça peut pénaliser. Ça peut pénaliser. Donc voilà. Donc oui, le ONE FC, je pense que beaucoup de fédérations devraient s'inspirer de Marius 1607. Salut Clément et Fred. Est-ce qu'une supplémentation en choline et L-carnitine peut être intéressante pour une perte de gras, avec un plan alimentaire adapté, bien sûr? Merci d'avance pour votre retour et votre travail. Toi, Fred, je sais que tu aimes beaucoup la carnitine et moi, j'aime beaucoup la choline. Ouais. Tu prends la choline aussi? Les deux, ouais. Les deux. Après, la carnitine, je la prends plus pour faire monter la température du corps et pour... Tu le ressens vraiment, toi? Ouais. Pas tout le monde le ressent. Ouais. Après, ça dépend des marques. Il y a des marques que je ressens mieux que d'autres, mais il y en a qui me font monter la température du corps, où je transpire même en hiver. Ouais. Donc, du coup, pour perdre de poids, pour brûler un peu de calories, ça peut aider. Par contre, c'est pas magique. Hein. Si tu manges du fast-food derrière, c'est ce qu'il dit, avec une alimentation adaptée, c'est là où c'est intéressant. La choline, on sait les bienfaits que ça a, même sur le foie. Hein.
C'est principalement utilisé pour ça. Ouais. Moi, je prends pas la carnitine, je prends la choline. Je vous le recommande à tous. Alors maintenant, attention, c'est très particulier. C'est pas des compléments que vous allez ressentir l'effet. Alors la carnitine, oui. Ouais. Si vous le ressentez, pour la carnitine, oui. La choline, non. Mais la choline, non. La choline, c'est un peu comme le collagène. C'est surtout sur le long terme. Et c'est un complément santé avant tout. Ouais. Donc, ouais, plus que brûleur. plus que brûleur. Il faut pas le voir comme, même si c'est un brûleur de graisse, mais il faut pas le voir que pour un brûleur de graisse, parce que ça a beaucoup de vertus et comment ça s'appelle, ça crée des cascades en fait de réponses physiologiques qui sont très intéressantes effectivement pour la perte du poids et pour les triglycérides par exemple. Hugo, créer ta salle, ça t'a coûté combien? Alors on fera une vidéo sur ça, parce que j'en avais préparé une, mais elle n'était pas à la hauteur, tu vois. T'avais pas fait une déjà même sur Non, c'est le parcours. Parcours, ouais. Alors je vais pas dire les chiffres parce qu'on fera une vidéo assez en plus, il y a eu plusieurs étapes, donc c'est dur. Ouais, c'est difficile, mais en gros, on va vous faire simple. Quelqu'un qui veut se lancer, qui veut créer une structure, je parle privée, s'il veut un ring, une cage et tout, comme on a, plus des machines intéressantes et tout, alors on va dire pas des machines intéressantes, parce que on est la seule structure à avoir ce modèle économique, donc c'est pas très... Un peu d'haltère, un peu de voilà, barre. Je passe plus d'haltère, de barre, un peu comme une box de CrossFit, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Mais une salle, si tu dois la créer, vous calculez, un ring, ça vaut à peu près 15 000 €, je crois, neuf. Et une cage, ça doit valoir, je ne sais plus combien, maintenant, le faire, ça a augmenté. Donc peut-être 10 000, je ne sais pas. Ça fait déjà 25 000. Plus après, si tu as des tatamis, tu rajoutes encore un billet entre 5 et 10 000. Donc ça te fait 40 000, 45 000, pardon. Sachant que les tatamis... Attends, ça fait 15 plus 10, ça fait 25, plus on va dire 10, ça fait 35, plus des sacs, des PAO, des machins, vous arrivez à 40. S'il y a des travaux à faire, etc. Et là, vous n'avez pas encore la partie préparation physique. Donc en fait, allez, je dirais que quelqu'un peut démarrer une structure en faisant des petits travaux et tout, avec 60 000 €. Voilà. Après, nous, ça nous a coûté... mais on ne peut pas comparer parce que c'est tous les... Par exemple, le FlexiRoll que j'ai, je l'ai depuis 13 ans, je crois, ou 12 ans. Le ring, je l'ai depuis 2010. La cage, je l'ai depuis 2011. Donc en fait, c'est l'héritage de tout ce qu'on a fait. On n'est pas arrivé, on n'a pas créé la structure. En plus, Fred s'est associé avec moi bien plus tard. Donc, en fait, quand je suis arrivé, quand Fred est arrivé, pardon, il y avait déjà énormément de matos. Mais il n'y avait pas la plus grosse partie, la préparation physique. Après, les machines à côté, ça coûte vraiment une fortune, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Donc, après, ça dépend de la structure que vous voulez monter. Donc, c'est un conseil que je vous donne. C'est où vous allez... Mais du coup, vous voulez faire un genre de fitness park, et là, c'est des centaines et des centaines de milliers d'euros, plus des loyers énormissimes, comme les Warner, etc. Mais les coins, c'est les coins fight, là, qu'ils sont en train de créer. Mais je pense que quelqu'un... un indépendant plus qui veut créer sa salle. Un indépendant pour une salle un peu de sport de combat, etc. Je te dis, un billet il faut qu'il pense à 60 000 € à peu près, quoi. Ouais, je dirais peut-être un peu moins s'il ne prend pas de ring et de cage, mais qu'il prend juste un point de cage et une aire de combat, une aire de tatami. Ouais, mais Fred, il faut toujours prévoir quand même. Plus, oui, que, sûr, les travaux. Là, je vous ai dit 10 000 € de travaux, mais tant mieux, vous en allez en avoir pour si vous faites des vestiaires et compagnie. Vous allez vous retrouver avec le double. Il y a des mecs qui t'amènent dans les commentaires en me disant, mec, moi, ça m'a coûté 200 000 €. Enfin, c'est possible. C'est possible. Donc là, je vous parle au rabais. C'est ça. Moi, j'ai commencé, j'avais un sac et j'avais rien, quoi. J'avais rien du tout. J'avais un sac. Voilà, tout simplement, un sac, je crois, SDI, pour ceux qui ont connu la marque. Et on était dans une salle municipale. Parce qu'en France, vous savez, c'est des salles municipales en majeure partie. Et il y a beaucoup de structures qu'on fermées, d'ailleurs, malheureusement. Il y a beaucoup de structures qu'on fermées, même en région parisienne, c'est ce qui fait peur. Après, c'est que le modèle économique, il est dur au niveau rentabilité. Tu peux pas avoir le nombre d'un fitness park, tu peux pas avoir 2000 adhérents. Tu peux pas. En plus, tu as quand même des besoins de profs qualifiés. C'est pas non plus des profs. Que tu peux avoir, que tu trouves facilement, donc c'est pas évident. Non, c'est vraiment pas évident, vraiment. Donc voilà, mais on vous fera une vidéo vraiment beaucoup plus précise où on expliquera comment on a tout créé, parce qu'en plus on a des capteurs et tout, ça coûte extrêmement cher aussi. Vernon, Canet 81, pourquoi Abdoul a préféré se faire monter par Aratic, donc prendre la montée, il veut dire travailler en demi, était-il si puissant, si épuisant que ça, était si épuisant que ça. Bon, en demi était si épuisant que ça. Donc il veut dire, est-ce que Aratic l'épuisait autant? Est-ce que tu peux expliquer, Fred, quand tu perds les positions, si tu veux recomposer la garde? En fait, recomposer, ça demande du jus. En fait. Recomposer, ça demande... Et même conserver. Conserver une position, ça demande du jus. Alors que bloquer le jeu, entre guillemets, ça demande beaucoup moins d'efforts. Et donc du coup, quand tu
quand tu essaies de garder une position, par exemple sur Ratic, par exemple la demi-garde, tu t'exposes quand même beaucoup parce qu'il y a quand même de la distance. Alors que le fait de donner la montée et de menacer avec la clé de talon comme il faisait, ça forçait Ratic à se pencher vers l'avant pour pas justement pas se prendre la clé de talon. Et donc du coup, ça limitait la distance pour l'amplitude des frappes. Alors après, il faut avoir la flexibilité d'Abdoul Ouais. pour pouvoir faire ça. Parce que moi, je suis dans l'incapacité de faire ça. Parce que Ouais, moi, pareil. quand le mec est à monter, je peux sortir qu'en explosant. Ça me coûte 2 fois plus. Mm. Mais Abdoul, lui, comme il est hyper laxe, enfin, il est très flexible, Mm. il prenait son pied, le remettait devant. Et en fait, même s'il le faisait pas, Ratic, comme il savait qu'il allait le faire, il frappait pas. Mm. C'est-à-dire qu'il était obligé de coller Abdoul pour pas que Abdoul puisse passer le pied devant, sinon ça l'exposait sur la clé de talon. Parce que la Et seule donc ça fois où il l'a recréait pas des fait, distances. bah, il a fait se prendre la clé de talon justement. Voilà. Où il a toujours fait. Et la seule fois où, du coup il a pas mis une pression à Abdoul, alors attention, je recommande personne de laisser prendre la montée. Hein. C'est pas ce qu'on est en train de dire avec Fred. Hein. Mais c'est vrai qu'à MMA, je préfère que le mec prenne par sur le 100 kg en cachant le coude pour pas avoir le crucifix et que le mec me frappe. Franchement, 100 kg, il ne fera rien le mec. Hein. Vaut mieux l'avoir qu'en demi-quart, vous vous exposez vraiment à des gros dégâts. Alors que si vous l'avez en 100 kg, donc sur le côté, et c'est pas évident de prendre la montée en 100 kg parce qu'il te redonne la demi-garde. Tu peux le reprendre dans ta demi-garde, donc c'est très délicat. Et en Donc- plus, pour causer des dégâts en 100 kg, il faut quand même prendre de la distance. Faut, à part si tu as isolé le bras. Mais comme tu dis, si tu ne laisses pas isoler le bras et que tu bloques un peu le jeu, Si vous restez comme ça, vous bloquez un peu, vous fixez, vous faites attention au bras-tête, etc. Franchement, il n'y aura pas trop de dégâts. Et puis, il faisait comme il pouvait. Quand tu es épuisé, que tu es mort, le mec est plus lourd, le mec est bon en plus. Ben lui, il sait. après, c'est pas une stratégie qu'on a bossé à l'avance. On l'a jamais, ça, je vous rassure, on l'a jamais travaillé. On a travaillé de tirer la garde, effectivement, mais on n'a jamais travaillé le fait qu'il donne la montée. C'est lui qui s'est adapté et comme il sait qu'il arrive à placer la clé de talon dans cette situation, il préférait avoir Ratic parce que vous allez vous apercevoir qu'Aratic, quand il a monté, il ne tente plus rien en fait après derrière. Il essaie plus de le frapper. Donc lui, Abdoul, il a vite compris. Hein. Maintenant, il m'a dit, ça serait à refaire. Ça serait pas pareil. Il faudrait pas partir sur ça, quoi. Fredinho Bluebelt, qui nous dit, est-ce que tu penses que Jones va vouloir lutter plutôt que boxer dans son game plan samedi? Bah, comment ça s'appelle, j'ai vu là, Bisping, il a dit un truc sur, je sais pas si c'est un tweet ou quoi, j'ai vu sur Instagram, il a dit, pour vous situer le niveau de Cyril Gane en striking, il a fait devenir. Ah, mais c'est Miocic qui a dit ça, non? C'est Miocic ou non, je crois que c'est Bisping, je crois. Ah, je croyais Miocic. Ah, moi je crois que c'est Bisping. C'est possible, un des deux. En tout cas, tu l'as vu. Oui, oui. Il a fait devenir Ngannou un lutteur. Et je pense que là, Jones, il va même pas tenter de strike. Moi, je pense qu'il va lutter. Ouais, moi, après, si franchement il le strike, enfin, moi je le strikerai pas à sa place en tout Non, cas. Il fait ou comme alors il veut, faire hein. semblant, mais pour lutter quand même. Moi je pense qu'il va si le strike, ça sera par des pieds. Après, peut-être qu'il va le striker. Ouais. Surtout qu'en plus, je pense qu'il a pris les trois sparring qu'il a pris, les 3 poids lourds. Je pense qu'il les a pris parce qu'il savait très bien qu'il n'aurait pas de sparring comme Gane. Il s'est dit, je le strikerai même pas. Par contre, si j'arrive à les arracher comme ils sont lourds, bah, j'arriverai à arracher Cyril. Tu vois, je pense qu'il est parti dans cette optique-là. Moi, je pense. Ouais, c'est fort possible. En tout cas, Et ce qui est pas moi, bête. Hein, pour ma part, je pense que non, il va plutôt essayer de lutter. Ouais. Ce qui serait plus logique. Après, c'est des poids lourds. Hein. T'es jamais à l'abri de prendre un mauvais coup. Hein. Comme on dit, il peut lui mettre un mauvais coup. Hein. Ça, c'est pas un problème. Mais il va devoir le boxer s'il veut le lutter. Parce qu'il pourra pas le lutter selon moi. Mais je pense qu'il va le boxer pour lutter, pas boxer. Bien sûr. De toute façon, c'est ce qu'il a plus ou moins toujours fait. Oui. Ouais. Qui nous dit un exercice cardio que t'aimes bien en salle de muscu pour optimiser pour sport de combat. Ben moi j'ai toujours dit l'assaut bike, je trouve que c'est la machine, un des outils que je trouve les plus difficiles et qui te fait monter même avec les cardio-fréquences mètres. On a rarement vu un outil qui nous permettait de monter aussi. Ouais, plus que le ski erg. Ouais. Ah oui. Non, le assaut bike, il doit être fou le mec qui a créé ce truc. Hein. Ouais. Moi, l'assaut bike qui me vient dans une salle que vous pouvez retrouver aujourd'hui, il n'y a pas toutes les salles qu'il y en a, hein. Mais je ne vois pas d'autres outils aussi intéressants. Je travaille tout le corps. Si tu ne fais pas de spécifique, hein, je parle bien en travail dissocié. Ouais. Après, si t'as le choix, vous me faire du spécifique quand même. Oui, mais non, mais après, c'est l'assaut bike, ça tue mon pote. Ouais, non, bien sûr. Ouais. Non, franchement, les gars, l'assaut bike, c'est créé. C'est une machine vraiment des enfers. Pour le coup, là, c'est le cas de le dire. Remtom 1305, penses-tu que la préparation physique joue un très gros rôle sur le MMA? Ben, ça dépend de ton athlète. Vraiment. Ça va dépendre de l'individu. Peut-être qu'un mec comme Adesanya, ça jouera moins. Qui est aérien. Ah oui, tu vois. je me souviens. Et peut-être qu'un mec comme Cyril Gane, ça jouera moins. Effectivement. Ouais. Par contre, un mec comme par exemple Islam, Makhachev. Ah oui, pour moi, il faut que ça prépare. Je pense que même Rabib aurait été meilleur encore, en faisant une prépa encore plus spécifique.
Ça, j'en reste persuadé. Mm. Il aurait eu une prépa comme la Georges Saint-Pierre, il aurait été encore plus fort. meilleur. Ouais. Ah, il aurait été encore plus fort, c'est sûr. Il aurait eu un nutritionniste, parce qu'il le dit qu'il a toujours... Oui, il a fait du tiramisu d'ailleurs. Ouais, même il a manqué 5 ou 6 fois la pesée, Ouais, je sais plus combien, mais c'est vrai que je pense que Khabib, on l'a jamais vu à 100%. C'est possible. Ouais. Comme Tyson Fury d'ailleurs, hein, qu'on n'a jamais vu à 100%. Hein. On ne les verra jamais à 100%, ces mecs. Alors tu penses que Saint-Pierre, on l'a vu à 100%? Ah, je pense. Plus proche de son max. Pas à 100%, quasiment personne, parce qu'en plus les méthodes évoluent, etc. Mais il y avait des mecs intelligents autour de lui quand même. Tu vois. Il était bien entouré. Ouais. Il était bien entouré, donc je pense qu'on l'a quasiment vu à son top niveau. Maintenant, les autres, je pense que on les a pas vus. Alors, je pense que Khabib aurait été encore meilleur, à mon avis. Avec sa lutte, avec son. Ouais, je pense. Il y avait des plus de puissance. Parce qu'il faisait beaucoup de circuits et tout, mais mieux construit, il aurait été encore plus. Déjà qu'il était super fort, il aurait été encore plus redoutable. Mais bon, après, c'est des détails, mais oui, effectivement, ça va dépendre de l'individu. Pour Abdul, c'est très important, par exemple. Mais peut-être qu'effectivement, pour un mec qui va boxer. Un Connor, peut-être moins. Après, c'est important pour tout le monde parce que si Connor affronte un lutteur, j'espère pour lui qu'il va avoir une endurance de force. Tu vois, ou Pereira, pareil. Mais c'est vrai que quand tu es aérien comme Adesanya et Cyril, eux, c'est vraiment le cas de le dire. C'est pour ça que j'ai hâte de voir Jones. Parce que là, on l'a enfin vu torse nu et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir comment il va être à côté de Cyril. J'ai hâte de voir quand il va l'attraper, comment ça va se passer. Je suis pressé et très curieux de voir comment ça va se passer pour lui. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. On les a pas vu encore côte à côte, non? On les a jamais vus côte à côte. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, parce qu'elle me dit, ah, t'as vu, il est dégueulasse et tout. Ouais, dans la piscine. Ouais. Mais je sais pas. Je sais pas du tout, parce que j'ai envie de le voir face à côté de quelqu'un d'autre. Quand on isole quelqu'un, c'est très compliqué de se prononcer. J'ai envie de voir son poids, j'ai envie de voir tout ça. Maintenant, c'est sûr et certain. Il y a un truc qui est vrai, c'est qu'il y a 2 ans, il était bien mieux. D'accord. Ah oui, il y a 2 ans, il était bien plus large et tout, ça n'avait rien à voir. Ah non, il y a 2 ans, c'était un titan. D'accord. Enfin, c'était un mec vraiment qui faisait de la prépa, quand il était avec le power là. D'accord. Ah non, quand il y a 2 ans qu'elle a commencé sa prépa, il était vraiment. Tu le trouvais plus. Et il était beaucoup plus massif, beaucoup plus large, beaucoup plus épais. Les pecs qui sortaient bien et tout, tu vois, le mec. C'est vrai qu'il fait moins gonflé. Par contre, le dos était impressionnant. Ouais, le dos était impressionnant. Mais non, mais après, c'est pas le Jones que j'ai vu il y a 2 ans. Tu vois. Là, on avait pas trop d'images de lui et tout, on savait pas. Attention, les amis, je l'ai dit dans le live de hier, on a préparé beaucoup de personnes avec Fred, dont plusieurs poids lourds. Quand ils s'entraînaient 2 fois par jour, plus ils étaient en diète, du coup, pas une diète restrictive, donc une diète qui leur apportait, on va dire, une diète santé, santé-performance. Mais les gars, il y a un changement physique qui s'opère. Les mecs, ils prenaient des épaules et tout, et pourtant, c'est pas des Jones, ils n'ont pas des génétiques à la Jones. Donc, ce que je m'interroge vraiment, c'est sur ce qu'il a fait, parce que je peux vous montrer des avant-après des individus qu'on a préparés. Et les mecs, ils ne s'entraînaient pas autant que Jones. Donc c'est ce qu'il me dit. Surtout Jones, il a une génétique de malade. Quand même. Il a une génétique, elle est top quand même. Il n'a jamais été sec, mais quand même, il est large, tu vois. Après, il a des longs segments, il a des longs muscles, c'est plus dur à remplir, certes, mais bon, quand même, il a eu 3 ans, quoi. Ouais. Attends, il y a des mecs en 6 mois, ils se métamorphosent, Fred. Rappelle-toi, Tonio, on avait un poids lourd, nous. Le mec, franchement, il a commencé, il était gros, mais vraiment gros. Je rappelle que Jones, lui, il a commencé, il était. Pas skinny quand même. Non, mais il était, je veux dire, il était propre. Ouais. Donc en fait, je pensais qu'il allait rester. Je dis pas qu'il allait rester propre, mais qu'il allait rester assez bien, tu vois. Et bien comme il était au début, là, il y a 1 an, là. Ouais. Et finalement, non. Alors, est-ce que c'est stratégique? C'est fort possible. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il s'est dit, bon, je suis trop lourd, là, j'avance pas. Parce que tu sais, au contraire, Ovin Seprieux, il dit qu'il se sentait lent. D'accord. Peut-être que c'est possible. Il s'est dit, bon, il faut que je sois mobile, il faut que j'arrive à l'attraper, le lutter et tout. Donc peut-être qu'il a décidé d'en changer de poids. Mais en tout cas. Peut-être qu'il avait tout misé sur la vitesse. Oui, possible. Mais en tout cas, ça, personnellement, je trouve qu'il ne respire pas la santé. Je sais pas vous, même le visage et tout. J'ai pas l'impression qu'il est en grande forme. Tu sais, il y a des mecs, tu les vois. Fred, quand tu te prépares, toi, on te voit là, 2 semaines avant le match. Mec, tu te mets torse nu, t'es au laser, Fred. Je suis plus petit aussi. Oui, non, mais Road Abdul. Oui, regardez Abdul contre Aratic, Road Abdul contre Karl. Mais contre Aratic, il était fatigué, il n'y a pas besoin de parler, vous le voyez, torse nu, tout le monde l'a vu, c'est pas le même. Alors que quand il est arrivé contre Karl, c'était un bûcheron. Et ce que je veux dire par là, c'est que, oui, c'est pas l'esthétisme, mais l'esthétisme est le résultat de la contrainte mécanique et de la charge d'entraînement. Ça en résulte en partie, pas tout, bien sûr, mais ça en résulte. Quand vous vous entraînez comme un lion, que vous mangez bien, que vous dormez bien, que vous récupérez bien, eh bien, ça se voit sur votre physique. Arrêtez quand même. On le voit avec Islam. Islam contre De Bronx, il était énorme. Allez voir Makachev contre De Bronx. Le physique qu'il a affiché, il était exceptionnel. Il était mieux que contre Volkan, je suis désolé. C'est vrai.
Voilà, il avait un dos, il avait des veines sur le dos et tout. C'est vrai. Attends, c'est le résultat de ta préparation, en général. Tu reflètes ta préparation, c'est ce qu'on dit. Les bodybuilders disent que tu reflètes ce que tu manges. C'est en partie réel, hein. C'est en partie réel. Et si tu reflètes ce que tu fais à la salle. Si tu arrives, tu es tout gros et tout. Je parle, attention, quelqu'un qui a été obèse, quelqu'un qui, effectivement, tu le prends, il est obèse. Bien sûr que peut-être que dans 3 ans, il ne sera pas sec. Je dis pas ça. Mais quelqu'un qui a au départ, il a quand même une bonne base. Ouais, c'est un athlète à la base. Comment, moi, la photo me surprend. Pour pas dire plus. Elle me surprend. J'ai rarement vu ça. Et pourtant, je vous dis, là, je parle d'un domaine qui me parle. Ça fait 15 ans que je prépare des gens. Donc, c'est ça qui me fait me... Et le commentaire, j'ai vu plusieurs fois venir, deux fois, il y en a qui disent ouais, mais Fedor, il a été performant alors qu'il était un peu gras. Après, Fedor, c'était une autre époque. Fedor, il faisait 104 kilos, Fred. Il faisait 1m85, je crois. Ouais. On parle de mecs qui font. Là, il affronte un mec qui fait 1m96, 116 kilos. Ouais. Minotaur, c'était un petit poids lourd. Avec des bras énormes. Minotaur, Fred, c'est un petit poids lourd. Son frère combattait en 93, son frère jumeau. Ouais, c'est vrai. Crocop, c'est un petit poids lourd. Il faisait 101 kilos, Crocop. Après, il est monté à 106. C'est des minuscules poids lourds. C'est pas Francis Ngannou qui fait 120 kilos. Ouais, tu t'imagines pas. Et, les corps ont évolué. Et puis, tu auras toujours un contre-exemple. Oui. Hein, on le voit avec Usyk. Mais tu regardes Usyk, certes, d'accord. On appelle Wilder 2 mètres, hein, Joshua 2 mètres, on a déjà dit. Fury, il faisait 136 kilos pour 2 mètres 6. C'est un ultra lourd, lui. Ouais. Lui, c'est pas un super lourd, c'est un ultra lourd, le mec. C'est toujours le plus lourd quand il combat. En général, il a au moins 10 kilos de plus que ses adversaires, presque. T'imagines, hein. Et il fait 10 cm de plus. Mais attends, si tu le mets à 1m80, Tyson Fury, c'est plus le même combattant. Hein. Tu vois. Alors après, tu as toujours un Andy Ruiz qui traîne. Mais bon, Andy Ruiz, c'est pas lui qui a les 4 ceintures. Hein. On est d'accord. Ouais. Bon, mais voilà. Donc, Fedor, aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait avoir la ceinture de heavyweight? Bien. Non, après, il y aura toujours, effectivement, en poids lourd, on leur demande pas d'être sec. Mais moi, ce que je veux dire, c'est pas d'être sec, c'est de paraître en forme. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était une petite parenthèse, les amis. Repose de ma question de la semaine dernière. Salut Clément. Certains athlètes de MMA combattent jusqu'à un âge avancé, Couture, Silva, Texera. Quelles sont, selon toi, les bonnes pratiques de préparation physique qui peuvent nous permettre de durer dans le temps longtemps possible en MMA? Qu'est-ce qu'un athlète d'un âge plus avancé doit faire plus qu'un jeune n'a pas eu... Oh, je ne vois plus rien, les amis. Qu'est-ce qu'un athlète d'un âge plus avancé doit faire qu'un jeune n'a pas ou moins besoin de faire, ou que doit-il éviter? Alors, déjà, pour moi, je dis toujours il faut faire un travail d'assistance, un travail prophylactique, donc préventif. Il faut isoler. Il ne faut pas travailler il faut pas s'entraîner en dissocié pour performer, surtout quand tu as un âge avancé. Il faut s'entraîner pour se préserver. C'est du bodybuilding, comme il dit Gundil, c'est pour construire, c'est pas pour détruire. Si en plus tu rajoutes une contrainte mécanique alors que comment ça s'appelle, déjà tu avais tout le contrainte spécifique que tu as, voilà, et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire du no pain no gain, tout simplement. Si vous ne faites pas du no pain no gain, vous allez durer dans le temps. Et en sparring, éviter, comme je dis toujours, éviter de tourner avec des personnes beaucoup plus lourdes que soi. Déjà, si vous mettez ces deux règles en place, franchement, ça sera très difficile. Vous limitez énormément la casse, mais là, c'est pas impossible, parce que souvent, c'est faute à pas de chance. Des fois, tu peux respecter toutes les règles du monde et te blesser. Des fois, il y a le facteur X. Mais déjà, si tu fais ça, déjà, tu limites déjà les dégâts. L'assistance, l'hypertrophie, le travail prophylactique, on prévient les blessures. On se fait contrôler régulièrement par des gens compétents et on se fait accompagner. Les amis, pensez à nous mettre un petit like, pensez à rejoindre le Club des Balaises. On vous a sorti une vidéo du coup sur l'hypertrophie. Et la FAQ est finie et je vous dis à très vite.